un État contre l'agression extérieure. Or ici, les frontières étaient globalement admises à part quelques... oui, il y a eu quelques incidents, par exemple à Biafra, mais d'une manière générale, tout le monde était d'accord d'accepter les territoires tels qu'ils nous ont été légués par les colons. Du coup, l'armée n'a pas été une armée de conquête pour créer des États-nations. Et à un certain moment, quand les pays ont accédé à l'indépendance, ce sont avec la création de l'OUA, il y a eu dans chaque OUA 4 principes de souveraineté qui vraiment bétonnait ces faits de non-intangibilité des territoires et de non-agression extérieure avec des mécanismes de conflit, ce qui fait que dès le dépôt, on n'avait pas besoin de cette armée. Or, il s'est fait que l'armée, au sortir de la colonisation, était la force qui était la mieux organisée. Et du coup, l'armée s'est trouvée un peu ennuyée dans ses fonctions, s'est tournée vers la fonction politique intérieure, en devenant une sorte de ressource du pouvoir. Quand je parle de ressources, on considérait l'armée comme le cuivre, comme le diamant, pour les gens qui sont au pouvoir. C'est important pour les gens qui sont dans une dynamique de lutte au pouvoir. Quand on parle d'une ressource, c'est comme une ressource naturelle. Donc, souvent, vous verrez qu'en Afrique, on s'appuie sur l'armée, on s'appuie sur la sécurité pour pouvoir conserver le pouvoir. Quand bien même qu'on perd les élections, on a vu en 2011, et c'est l'armée et les services de sécurité. Donc, il y a ce qu'on appelle une intraversion de la fonction de l'armée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis en Afrique, ce qu'on constate aussi, ce qu'on remarque aussi, c'est le fait de la mauvaise conception exercice du pouvoir. Donc une mauvaise, sinon une ignorance du rôle de la notion de l'État, d'où très peu d'hommes d'État en Afrique. La conception et la gestion du bien commun, l'intérêt général, et on est tombé dans ce qu'on appelle la gouvernance néo-patrimonialiste. On croit que voilà, tout c'est grâce à la bienveillance du président, comme si l'État appartient à une personne, alors que l'État est un bien collectif où le gouvernement ont des obligations. D'où aussi l'instauration d'un régime paradémocratique à l'ordre public et la sécurité intérieure dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Donc la police a pour mission, c'est canaliser pour qu'il n'y ait pas de problème quand il y a des manifestations. Ce n'est pas le but d'interdire les manifestations étant permises par la Constitution. Le but de la police, c'est accompagner pour maintenir l'ordre public. Et aussi, un aspect répressif, c'est plutôt lutter contre la criminalité. Mais sur le plan intérieur, aujourd'hui, la police est dirigée par Dieudonné Amouli, qui était un militaire, qui s'est retrouvé aujourd'hui dans la police. Ce sont aussi des perversions en termes de statut, parce qu'on ne peut pas, dans un pays normal, quitter l'armée pour aller à la police. Mais tout ça, ces nominations ont une connotation politique. Les forces armées, c'est pour défendre les territoires des frontières vers l'extérieur. Vous verrez que nos forces armées sont plutôt travaillées à l'intérieur. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a des manifestations, les gens que vous retrouvez dans la rue, ce ne sont pas contre les manifestations, pas des militaires, ce sont des éléments de la garde républicaine qui ont été formés récemment. Ceux qui ont eu le temps de lire une interview qui est sortie hier à Afrique Arabe qui m'a interrogé, j'ai donné certaines informations là-dessus. C'est-à-dire que les éléments de la garde républicaine ont été formés par les Égyptiens et les Israéliens aux missions de guérilla anti-urbaine, un peu comme en Égypte contre les frères musulmans ou contre les gens de l'Ifad en Palestine. Donc il y a déjà cette conception de pouvoir orienter la police vers la répression. Donc vous avez la garde républicaine qui est une armée plutôt chargée de la sécurité présidentielle, qui se retrouve avec 18 000 hommes, et dirigée par Gaston Inouga Kampete, un ancien garde SP. Vous avez la NER, qui reste un État dans un État. Aujourd'hui, le Congo n'a pas d'État, mais je peux vous rassurer que s'il y a un service qui travaille bien, qui a fait un bon maillage du territoire congolais sur la NER, il ne faut pas le sous-estimer. Et c'est Calais Mouton qui tourne au-dessus de cela. Vous avez le renseignement militaire, donc c'est le renseignement pour le volet militaire qui est commandé par Jean-Claude Liard, mais son chef opérationnel c'est plutôt Delphin Kayimbi, c'est un nom que vous avez beaucoup entendu parler. Et puis la DGM pour ce qui est des frontières avec M. François Béard. En 1996, nous avons assisté à une guerre d'agression du Congo avec des conflits, deux guerres et d'autres guerres en 1998 qui sont étudiées et d'autres nommées guerres internes. Et c'est vrai qu'en 2002, il y a eu un accord global à Pretoria qui avait 5 objectifs, dont un des objectifs était la formation d'une armée nationale républicaine et structurée, parce qu'on s'est retrouvé à la face de plusieurs groupes armés, nationaux et internationaux, qui s'est battu au Congo. Et là, il y a eu cette idée de faire une réforme avec un premier plan en 2005. Le plan de réforme que vous avez entendu parler sous le nom de
brassage. Et entre 2005 et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a eu entre-temps 5 plans de réforme. Et pour faire des aménagements, et on passe à un autre plan qui vient parce que généralement cette réforme est voulue par la communauté internationale plutôt que par les autorités congolaises. Cela fait qu'il y a tout un marché, un business, je le dis en connaissance de cause, parce que pour les firmes qui proposaient des projets de réforme, j'ai été parfois ici contacté pour donner certaines informations et c'est un business. Donc l'idée, ce n'est pas vraiment de réformer, mais il y avait pouvoir gagner de l'argent derrière ces différents plans. Je m'arrête sur le plan de 2005, le premier plan brassage avec le programme DDR, donc désarmement, démobilisation et réinsertion, et puis DDRR qui concernait la même chose, mais pour les étrangers. Et le but, c'était de passer d'environ 330 000 militaires donc, à 120 000 militaires. Donc il y avait au moins 136 000 militaires, de FAC, qui était l'armée nationale à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Le FC de Gaume avait 46 800 militaires, et je me pose la question combien de Rwandais. Le MLC 20 000 militaires, et puis les autres composantes avaient ces militaires. Donc cette armée, cette réforme, malheureusement, n'a pas été opérée de manière rigoureuse, ce qui fait qu'il y a eu intégration des militaires étrangers, dont certaines conséquences que nous subissons aujourd'hui. Et en 2011, puis avant les élections, il y a eu arrêt carrément, donc décision d'arrêter ce programme pour aller dans un autre programme après le mixage, ce qu'on appelait l'intégration. Et là, on a intégré surtout spécialement les unités de ex-NDP qui étaient les anciens du RCD soutenus par le Rwanda. Et ils ont même assuré, il y a des rapports des Nations Unies, on n'a pas le temps pour lire tous ces rapports, la victoire de Kabila dans les zones qui étaient sous contrôle du CNDP, alors que c'était une rébellion contre le Congo. Ici, vous avez un hommage qui donne un peu la structuration de l'armée. Vous verrez que la partie claire ici, c'est plutôt celle qui concerne les soldats. Les soldats, ce sont des gens qui doivent aller se battre. Et j'aime toujours comparer l'armée à une entreprise qui produit, une entreprise, par exemple, de voitures qui produit. Si vous avez dans une entreprise seulement 30% des ouvriers et le reste de cadres et des directions, vous allez produire quoi? Pas grand-chose. C'est en notant qu'au moins 30 000 personnes, 30 000 militaires sont aujourd'hui en âge de retraite. On ne sait pas les mettre sous la responsabilité du ministère des Affaires sociales parce qu'il n'y a pas d'argent. On se trouve avec une armée pléthorique, mais où il y a très peu de capacités combattantes. Ici, vous avez quelques chiffres, tu peux changer, sur l'évolution de l'armée. Donc on est passé de 330 à 164 000 ou 150 000 aujourd'hui, ça fluctue au gré des enjeux de la situation politique. Et de l'autre côté, vous avez une évolution $1 million du budget de l'armée. Donc aujourd'hui, le budget de l'armée tourne autour de 500 millions de dollars, 518 millions de dollars. À titre d'exemple, l'Angola, qui a un territoire qui a la moitié de notre superficie, qui a une population d'environ 20 millions d'habitants, avec 100 000 militaires, l'Angola arrive à avoir un budget de 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars en 2015, c'était pratiquement 80-85% du budget national congolais. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris le rôle de la sécurité. Moi, j'ai toujours dit, la sécurité, c'est comme la médecine, c'est pour sauver des vies. C'est comme une assurance. Ça coûte cher, mais quand il y a des petits boulots, on sait que l'assurance est là pour nous rassurer. Aujourd'hui, le Congo est devenu un État où tout le monde peut se promener comme il veut. Et voilà. L'autre a des opportunités, il y a certains réseaux mafieux de pouvoir s'enrichir, mais ce soldat n'a pas cet argent. Ici, on a déjà des indications, des éléments, quand on parle des éléments de crise, parce que parfois, quand on pense à la résolution de la crise, on voit seulement qu'il faut éviter les militaires, parce qu'ils sont contre la population. Ce sont des idées reçues. Les derniers rapports, par exemple, d'une collègue, Lisa Sawyer, que j'ai vu d'ailleurs hier, ont prouvé que Kabila se méfie d'une grande partie de l'armée et va même utiliser les armées du M23. Donc il y a moyen de faire du travail de ce que j'appelle le confessionnal, d'approcher ces militaires, d'approcher leurs épouses qui sont autour des casernements, qui sont autour, qui vendent des beignets pour les sensibiliser. Ce travail est fait au Burkina Faso. Ça c'est le travail, si je peux conclure là maintenant, c'est le travail qu'on peut faire.
arrêtez de vous méfier des militaires. Il y a beaucoup de gens qui sont les premières victimes avec cet argent. Parfois, ils ont peur parce que la première personne qui lève son doigt risque d'être massacrée. Mais ce que ça va, si ça s'est fait collectivement, ça peut aboutir à une solution. Je ne dirais pas une solution à la Burkinabé, je l'ai évoqué hier, mais il y a moyen que cette armée se révolte parce qu'en 91, 91 et 93, il y a eu des pillages à cause de ces conditions miséreuses des militaires. Donc il faut avoir de bons canaux de communication et de travail avec eux. Ici vous avez l'exemple du camp des Katindo à Goma. Un camp qui a été construit à l'époque coloniale avec, qui devait caserner 150 familles. Aujourd'hui ce camp, il y a 16 000 personnes qui vivent dans ces camps. Vous voyez l'état d'un militaire avec des tanks en train de faire le petit déjeuner. Et c'est ça le prix qu'on donne à l'armée. J'ai parcouru le monde et quand je vois mes collègues militaires, par exemple au Canada, un militaire c'est quelqu'un qui développe une relation personnalisée avec la mort. C'est-à-dire qu'il va donner sa vie. Hein? Il doit donner sa vie. Un médecin sauve des vies, mais il prend toutes les précautions, les gants, toute la sécurisation pour sauver la vie, des vies humaines. Mais un militaire va donner sa vie. Bon, tous ceux qui sont chrétiens, ils savent qui a donné sa vie pour l'humanité. Donc, si vous comprenez que le militaire a ce rôle, il y a une autre façon de le considérer, de travailler avec eux. Parce que ce sont d'abord aussi, pour la plupart, malgré tout ce que j'ai donné, plus de 75% des militaires au Congo sont des Congolais, sont nos frères et sœurs. Ça, ce sont des idées reçues qu'on vous compare dans vos chapeaux. L'échec de ces réformes, pourquoi? Il y avait une mauvaise opérationnalisation du concept théorique, ignorant la réalité du terrain, parce que, comme je l'ai dit, au départ, tous ces projets sont planifiés à partir d'ici. Voilà, la chose qui revient à chaque fois, c'est le manque de volonté politique au niveau le plus élevé des autorités de l'État. Donc on dit le gouvernement a encouragé l'établissement des divisions au sein de la communauté internationale et ça se répercute aujourd'hui avec ce que vous avez vu avec les casques bleus. Quand vous voyez par exemple que les casques bleus en Oubira vont attaquer les unités de Yakutumba alors que ce sont plutôt, ils doivent protéger la population sous le commandement d'un général français. Et nous savons aujourd'hui que la France est en train de négocier des contrats sérieux avec Kabila, est en train de former des agents de l'ANR, et c'est ça aussi le travail au niveau de la diaspora qu'on doit faire, que Madame la députée doit faire. Elle est bien au fait de ces décisions. Vous aurez une réunion, je pense, lundi. Il y aura des informations et essayer de savoir ce que fait la France, juste pour elle est capable d'aller avec Kabila, notamment en formant les agents de pistage. Nous autres ici, nous sommes sous protection parce qu'ils envoient même les gens de l'ANR pour et la France contribue à ça. La France, le numéro 2 des opérations militaires de la MONUSCO, c'était français. C'est lui-même qui a conduit. Je n'ai rien contre, je suis contre les rébellions, mais les Yakutumba attaqué dans leur projet de l'article 64. Et là, c'est pour la première fois que la MONUSCO est allée combattre ces unités, mais au lieu de protéger les unités, et on ne voit pas la MONUSCO quand il faut aller protéger les unités à venir. Donc il y a des subtilités qu'il faut comprendre, et il y a des enjeux terribles. Aujourd'hui, la MONUSCO est devenue comme une hydre où Kabila est parvenu à composer avec certaines unités qui fonctionnent de manière autonome, sans s'en référer à la hiérarchie. Vous avez le commandeur officiel, donc le chef des opérations de la MONUSCO par exemple, qui est sud-africain. On sait que les relations entre l'Afrique du Sud et le Congo ne sont pas uniquement basées d'État d'État, mais sont des relations personnelles entre Kabila et Zuma. Il y a une analyse d'une collègue Walter de l'ISS de Sud-Afrique qui a démontré ça. Et ce sont des éléments aussi que nous devons avoir quand nous allons dans les plaidoiries et quand nous rencontrons ces personnes pour pouvoir aller de loin. Ici, c'est la dernière carte qui est sortie du groupe d'études sur le Congo, qui démontre que rien qu'à l'Est, on a 130 groupes armés. Même pas 67 ans, mais 130. C'est récent, c'est dans cette semaine, Jason. Les enjeux de la crise, parce que je vais laisser là, s'il te plaît, parce que sinon, c'est mieux de donner ces éléments que de discuter. 5 points, c'est politique électorale, non-application de l'accord du 31, absence de conseil politique après le 31 décembre. Nous nous trouvons dans une situation de crise de légitimité et institutionnelle. Avec la conséquence que ça risque de créer une exaspération populaire et menace d'instabilité politique plus grave. Sécuritaire, insécurité grandissante d'Alex Katanga, professeur Yatal, Kasaï, Bakongo, Kinshasa, Kivu, et le conflit de Kasaï peut même avoir l'impact sur le plan international avec l'Angola, et la réactivation des groupes armés
avec la théorie du désordre ordonné qui d'aucuns qualifient du chaos. Je n'aime pas les termes chaos parce que dans le chaos, ni la personne qui instaure le chaos, ni l'autre qui l'a subi ne contrôle pas que ce soit. Moi, je dis du désordre ordonné, on instaure un désordre, on essaie un peu d'aligner dans un sens pour éviter qu'il y ait des élections. L'aspect géopolitique international, l'instabilité politique et l'insécurité généralisée menace d'une crise régionale grave. Le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola sont des acteurs de premier plan et la présence des SNDP dans le Kasaï, ça a été prouvé. D'abord, dans mes analyses, et Sonia Rollet, qui sera même à Bruxelles ici cette semaine, l'a prouvé aussi dans la minutieuse enquête qu'elle a menée au Bas-Congo, et la réactivation du M23, qui était active en décembre de l'année passée. Donc le Rwanda reste un soutien majeur et déterminant au Kabila. L'Angola est plutôt favorable au départ de Kabila dans les choses que dit. Proche de Boussaniamiste, néo-communiste, et aussi le rapprochement avec l'Angola, une information que j'essaie de valider. Le Rwanda reste jusque-là dans la ligne rouge, même si on dit qu'il peut changer, mais je doute, parce qu'il peut changer, mais il risque de garder le même ordre politique que nous avions par le passé. Parce que la crise congolaise, ce n'est pas seulement le départ des Kabila, mais c'est la réappropriation du Congo par les Congolais. Le Congo Brazza, aller de la France, position mitigée, mais défendait la question angolaise, parce qu'elle est aussi dans le Congo est dans une situation assez difficile. Il y a une guerre dans le sud, mais le Congo tient parce que l'Angola est aussi militairement. Le Burundi qui se veut faire en soutien de Joseph Kabila, pourquoi Burundinza et Joseph Kabila ont connu le même, ont été pendant la guerre de Koïto, par exemple, ils étaient ensemble. Burundinza avec son groupe militaire ont donné un appui aux militaires congolais, ils ont dormi sous la même tente que Joseph Kabila. Ce sont moi, je les appelle les frères Siamba. Angola SADC, vous avez l'Angola, la Russie africaine, j'ai parlé plutôt des ambitions propres, parce que c'est un pays émergent qui a besoin des entrées et le Congo lui permet d'avoir accès facilement à certaines choses, surtout une relation entre Zuma et Kabila, la Tanzanie, qui reste un État qui devient un État pivot. Le centre de gravité régional pour les Américains, ça va plutôt vers la Tanzanie parce qu'il y a beaucoup de pensées en termes démocratiques, économiques. Et petit à petit, la Tanzanie commence à jouer un rôle important, mais la Tanzanie reste quand même à des affinités aussi affectives avec Kabila. C'est un pays qui peut exploiter, il faut aller à Zimbabwe. C'était plutôt proche de Joseph Kabila sur Mugabe, mais la nouvelle donne inquiète. Là aussi, par rapport à la tête de Mugabe, au Zimbabwe, les gens disent voilà. Manangwa a été cité dans les rapports de pillage, donc Kabila va en profiter. Non. Il faut comprendre que dans les dynamiques, il faut comprendre que dans les dynamiques du pouvoir, il y a des cercles. Manangwa a été opposé à l'épouse de Zuma. Il s'est fait que, jusqu'à la mort de Laurent Désiré Kabila, c'était le groupe de Manangwa qui était influent. Une fois que cette dame a pris de l'ampleur, elle a chassé tous ces groupes-là. Il y a eu au moins jusqu'à 500 sociétés zimbabwéennes qui ont été créées dans le secteur minier et connexe. Il s'est fait qu'il y a une guerre interne qui a fait que tout ce groupe-là qui était pro-Manangwa a été chassé avec des litiges et des conflits. On doit même à certains Zimbabwéens 12 millions qui n'ont pas été réglés. Donc on peut toujours travailler sur ces aspects. Les choses ne sont pas mécaniques. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les relations sociales, nous sommes dans les relations humaines, je n'ai pas le temps pour approfondir cela, mais je pense qu'il y a une piste, même si le régime reste le même, mais les influences sont différentes, parce que ces gens peuvent s'évanger de tout ce qu'ils ont perdu comme argent au Congo, au moins qu'on leur propose autre chose. Si l'autre partie ne propose rien, évidemment, voilà, il faut aussi la Zambie, je dirais, de la réflexion d'aujourd'hui, c'est créer un fonds commun national, politique, société civile, hommes en art, clochardisés et communauté internationale, pour contraindre par tous les moyens qu'avait au départ, par une stratégie que j'appelle de non-coopération et de défiance permanente. Non-coopération, c'est-à-dire que les temps des conciliabules, les temps des accords, les temps des négociations, c'est fini. Mais continuer à défier de manière permanente, à le harceler par tous les moyens. Kabila est à la base de l'otage politique actuel, par une technique qu'on appelle le talking and fighting, c'est-à-dire qu'il négocie avec vous quand il sent qu'il est en fragilité, une fois qu'il a ce qu'il veut, il se renforce et il utilise la force. Et on a compris ça, et il n'est plus temps, on n'a plus le temps de commencer à discuter avec lui. La solution de l'après 31 décembre doit se faire sans lui. Donc au 1er janvier 2018, la Cour de sensibilisation consulaire, donc transition sans Kabila. Selon moi, avec la société civile et des experts, autour des objectifs précis. Oui. Définir les objectifs de cette transition,
qui ne soient pas uniquement des objectifs électoraux, mais stabilisation de l'état sécuritaire, bon gouvernance, état de droit. Je vous remercie. C'est John Pratisa. Tu peux te mettre le coup, mon frère. Est-ce qu'on peut... Il est arrivé ce matin, il a raté son vol hier, et ce matin il a fait des acrobaties, il est dans l'aéroport. C'est un frère qui parcourt le monde à pied. Voilà, c'est lui. On entend. Je désirais le présenter de manière